Merci, Madame la Présidente. Je voudrais évidemment adresser mes remerciements en préalable et sans que le temps soit décompté à Monsieur le Premier Président de la Cour suprême du Bénin, Monsieur le Premier Président Adossou, cher Victor, si tu permets, parce que intervenir aujourd'hui me renvoie à 15 années de compagnonnage avec la Cour, avec l'ERSUMA à une certaine période, et c'est toujours un honneur pour moi. Messieurs les présidents de la Cour suprême, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général de la JUCAF, cher Jean-Paul, merci infiniment de cette invitation et de cette sollicitation. C'est un vrai plaisir pour moi que d'essayer de contribuer bien modestement aux débats qui ont commencé aujourd'hui sur la motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires. Alors évidemment, dans le temps qui est imparti, qui est un temps de 15 minutes, vous me pardonnerez vraiment d'opérer un survol et de ne pas rentrer dans les détails. Je vais certainement jeter un certain nombre de principes, de réflexions, et puis je reste à votre disposition pour tenter de les approfondir. Quelques mots en guise d'introduction pour indiquer que le contenu et la nature de la motivation des décisions est lié évidemment à un certain nombre de spécificités culturelles du raisonnement judiciaire. C'est ce qui va se traduire dans ce que la doctrine publiciste ou privatiste va qualifier comme étant le style des décisions de justice. Cette obligation de motivation, elle s'impose évidemment avec force à l'endroit de tous les juges, tout particulièrement à l'endroit des juges de Cour suprême. Pourquoi ? Parce que les juges du Cour suprême vont trancher un litige avec cette dimension particulière qui est celle d'unifier la jurisprudence, et donc une décision qui va être auscultée, qui va être discutée, qui va être critiquée, qui va être attendue, bref, qui est sous le feu des projecteurs, sous le feu de la discussion avec l'opinion publique et sous le feu de la perception par le public. Il est donc indéniable qu'à travers le rendu des décisions de justice et à travers la question de la motivation, c'est en réalité une logique de légitimation de la décision judiciaire qui va émerger. Cette légitimation, elle est essentielle tant du point de vue du juge que du point de vue du public auquel s'adresse le juge et particulièrement évidemment à l'endroit du justiciable. La motivation sous cet angle est donc une technique qui va permettre d'éviter que la décision ne soit ni arbitraire, ni contraignante au sens s'imposer au justiciable et qu'elle soit en revanche mûrement réfléchie. Cela suppose donc de penser la motivation au regard de la tradition judiciaire dans laquelle la Cour s'inscrit, et c'est le premier point que je voudrais vous soumettre, d'où il va découler une sélection des arguments les plus à même de justifier la décision, et c'est le second point que je voudrais évoquer avec vous. D'abord, la tradition judiciaire et les enjeux de la motivation. Alors, tout ça renvoie à mon avis à deux questions. D'abord, premier point, la question de la compréhension de la décision. Le souci de compréhension de la décision judiciaire, il va s'appréhender, comme on l'a dit, différemment, selon la tradition juridique dans laquelle la Cour va s'inscrire et selon la culture juridique et judiciaire, voire culture constitutionnelle, qui va irriguer la Cour et qui va irriguer la production de la décision. Cette culture judiciaire va rétroagir sur la sélection et sur le choix des arguments qui vont être en débat, sur le choix des arguments qui vont être en discussion, c'est-à-dire sur le processus de justification de la décision. Et tout ça avec un objectif avéré qui est la vocation pédagogique de la motivation et donc la vocation explicative de cette motivation. Cela renvoie donc dans un deuxième temps, deuxième question, à ce que j'évoquais brièvement en introduction, c'est-à-dire le style judiciaire. Le style judiciaire, c'est le style dans lequel les décisions sont rédigées. Et ce style, il va évidemment varier d'un pays à l'autre, selon la tradition judiciaire de droit continental ou de common law, même si, on va le voir dans la deuxième partie, il devient de plus en plus difficile, me semble-t-il, de radicalement opposer les deux systèmes. Alors, ce style judiciaire, il peut se traduire, par exemple, à travers la technique française des attendus ou des considérants, qui s'est diffusée notamment dans les pays nordiques, mais dans les pays du Sud également, et puis, dans une certaine mesure, dans les pays d'Afrique francophone. Technique rédactionnelle qui laisse la place aujourd'hui à la Cour de cassation, au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, grande révolution, à un style plus narratif et un style plus direct dans la rédaction des décisions.
Face à cette tradition continentale, il y a, vous le savez, la tradition de common law, et les cours suprêmes en common law vont obéir à une logique un petit peu différente qui va reposer notamment sur, on va dire, deux principes qui ne sont pas exclusifs, mais qui sont caractéristiques, me semble-t-il, de la manière d'écrire en common law. D'abord, et ma collègue Soraya Amrani l'évoquait ce matin, le recours potentiel en common law à la technique des opinions séparées, vraiment caractéristique de la méthode de raisonnement du juge dans ce système judiciaire, un raisonnement qui est calé sur le judge-made law, si essentiel en système de common law. Et puis deuxièmement, un raisonnement en common law par lequel la motivation va faire corps avec la décision, ce qui est radicalement différent de la manière et de la technique rédactionnelle en droit continental. Il y a donc bien, si vous voulez, à la lecture des décisions de common law et en droit continental, un style made in common law, dont le réalisme va autoriser quelques libertés avec la rigueur juridique que l'on connaît en droit continental, et puis un style qui est vraiment un style produit du droit continental, dans lequel on va discerner, me semble-t-il, une démarche formaliste, une démarche hypothético-déductive, dans lequel le raisonnement trouverait son écho dans la traduction par un positivisme de la motivation. Alors il est difficile de nier cette dualité en apparence, néanmoins je crois que la motivation aujourd'hui, telle qu'on l'entend, est soumise à évolution, et je crois que c'est le président Jean-Paul Jean qui l'évoquait tout à l'heure. Il y a une vraie transformation des techniques de motivation, il y a une adaptation des techniques de motivation, parce qu'il me semble que dans une logique moderne, téléologique, finaliste, eh bien les cours suprêmes doivent être amenés à prendre en charge d'autres types d'arguments que les arguments classiques, que les arguments traditionnels auxquels elles sont attachées, d'autres types d'arguments qui vont conditionner l'application du droit. Et c'est ainsi que, en passant rapidement la base Juricaf, j'ai pu confirmer le fait que, implicitement ou explicitement, les cours suprêmes de l'espace francophone recouraient à l'argument conséquentialiste, à l'argument historique, à l'argument téléologique, à l'argument de droit comparé, voire à l'argument doctrinal. Alors parfois elles le disent, souvent elles ne le disent pas, mais l'esprit du recours à ces arguments dans la démarche justificatrice est bien présent dans les décisions des cours suprêmes, certainement pour rentrer dans une véritable stratégie de légitimation sociale. On dit le droit, mais on s'adresse à un public. Il est important que la décision soit comprise et admise. Stratégie de légitimation sociale qui est très ancrée en common law, qui tend à s'implanter dans la démarche des cours suprêmes francophones. C'est ce que je voudrais évoquer dans un deuxième temps. Deuxième enjeu, donc, la motivation et les arguments en débat. Compte tenu du temps qui m'est imparti, et vous me pardonnerez de couper et de sabrer l'exposé, mais je souhaiterais faire un focus uniquement sur deux arguments dont j'ai retrouvé l'utilisation, encore une fois, en passant la base de données Juricaf, en la passant rapidement, compte tenu de la masse des arrêts disponibles. Je voudrais d'abord évoquer avec vous l'argument de droit comparé, et dans un deuxième temps, Soraya y a fait référence ce matin, et le président Jogbenou tout à l'heure, l'argument conséquentialiste. D'abord, l'argument de droit comparé, c'est en fait la réception des décisions étrangères par les cours suprêmes. Ce recours au précédent de droit étranger, ou ce recours à l'argument de droit comparé, il est assez classique, encore une fois, dans les systèmes de common law, et il tend à se développer, pour des raisons que l'on va évoquer, dans les systèmes de droit continental, et les cours suprêmes en droit continental recourent à cet argument de droit comparé. L'espace francophone regorge d'exemples en réalité, certainement grâce au métissage des droits dans l'espace francophone, métissage des sources, mais aussi grâce au fait que le droit écrit coexiste avec des droits coutumiers, notamment en matière de famille, en matière de patrimoine, en matière aussi de foncier, ce qui donne une vraie richesse à nos droits francophones, cette richesse induisant finalement une analyse de l'argument de droit comparé. Deux questions très rapides compte tenu du temps. D'abord s'interroger sur le pourquoi recourir à l'argument, et puis dans un deuxième temps s'interroger sur le comment recourir à l'argument de droit comparé.
Alors, pourquoi y recourir ? Je ne peux pas m'empêcher de voir ici, dans le recours par une Cour suprême à l'argument de droit étranger ou de droit comparé, un souci de légitimation du juge dans un contexte que l'on pourrait appeler de jurisglobalisation. L'idée pour le juge étant de ne pas être isolé sur la scène judiciaire mondiale ou régionale et donc de convoquer cet argument de droit comparé. Du coup, l'argument de droit comparé me semble être un outil de légitimation. Un outil de légitimation d'abord pour les jeunes cours suprêmes ou constitutionnelles qui seraient en période de transition ou en période de reconstruction. Le président Jogbenou y a fait référence. Je ne détaille pas. Argument de légitimation aussi pour une deuxième famille de cours qui sont les cours qui appartiennent à des ensembles régionaux d'intégration ou de coopération. Et on est ici au cœur de la problématique CEDEAO, CEMAC ou OHADA. Évidemment, dans ces sous-systèmes régionaux, il y a une tendance sur le plan de la légitimation à la circulation des arguments de droit étranger dans une logique non pas d'uniformisation, mais dans une logique de convergence. Premier argument, donc la légitimation. Deuxième argument, le recours au précédent comme méthode d'interprétation. En effet, la réception des décisions étrangères peut s'analyser comme un processus interprétatif, la comparaison juridique devant être ici analysée comme une cinquième méthode d'interprétation, vous savez, en plus des 4 méthodes décrites au XIXe siècle par Savigny, la méthode grammaticale, la méthode logique, la méthode historique, la méthode systématique, eh bien on pourrait ajouter la méthode comparative. Alors évidemment, en doctrine, il y a des réflexions extrêmement fortes sur la légitimité de cette méthode comparative. Je pense notamment aux États-Unis, avec la position très réservée de l'ancien juge de la Cour suprême, le juge Scalia, qui défendait plutôt l'originalisme plutôt que la méthode interprétative. L'originalisme, vous le comprenez, c'est on se réduit au texte, uniquement le texte, mais surtout pas, on n'apporte rien qui soit externe au texte dans l'interprétation du texte. Néanmoins, la Cour suprême du Canada, aujourd'hui, serait un formidable exemple de recours au précédent de droit étranger dans une dynamique extrêmement constructive. Et puis j'irais même jusqu'à dire que certaines constitutions des pays francophones et non francophones ont habilité expressément les juges, et notamment les juges suprêmes, à recourir à l'argument de droit étranger. Et dans les pays non francophones, pour aller vers un terrain qui nous est un peu moins connu, je voudrais ici citer la Constitution d'Afrique du Sud dans ses articles 35 et 39 qui habilitent expressément les juges suprêmes et le juge constitutionnel à recourir au droit étranger et au droit international. Le temps passe très vite. Du coup, comment procéder à cette importation de l'exemple de droit étranger ? Alors, l'importation de l'exemple de droit étranger dans les méthodes de rédaction des décisions de justice me semble reposer sur 2 dimensions. Première dimension, d'abord, l'argument de droit étranger doit être signifiant. Il faut qu'il y ait un sens à importer l'argument de droit étranger. Alors on pourrait ici discerner des principes directeurs qui viendraient guider l'interprétation et le recours à l'argument de droit étranger, mais je n'ai pas le temps ici de les approfondir. Néanmoins, deuxième observation, je voudrais dire qu'il y a un certain nombre de contraintes qui vont aussi peser sur le juge qui souhaite importer l'argument de droit étranger. Et ces contraintes, elles nous importent ici tout particulièrement parce qu'elles découlent, me semble-t-il, avant tout de la formation des juges. Il ne peut pas y avoir de recours à l'argument de droit étranger sans une sensibilisation des juges à cette technique-là. Et là, on a tout le travail des coopérations juridiques et judiciaires qui ont pu être accompagnées par l'Organisation de la francophonie, qui ont pu être ensuite, au plan des formations mises en œuvre par l'ERSUMA notamment. Et puis, il ne peut pas y avoir d'importation de l'argument de droit étranger sans qu'il n'y ait de mise à connaissance des décisions étrangères pour les juges, c'est-à-dire sans qu'il y ait de traduction et de système ouvert d'exploitation des décisions. Et là, je voudrais saluer le travail de la JUCAF. 1 minute. Ah, on est sur des créneaux horaires différents, Madame la Présidente, alors. Mais je vais me fier à ce que vous dites.
Alors, voilà quelques limites à l'interprétation de l'argument de droit étranger pour nos cours suprêmes. À côté de l'argument de droit étranger, je vais extrêmement vite et ce sera mon élément de conclusion, Madame la Présidente, l'argument conséquentialiste. L'argument conséquentialiste, c'est un deuxième argument auquel les juges des cours suprêmes dans l'espace continental recourent désormais. Cet argument conséquentialiste, il suppose de réfléchir d'abord sur la justification du recours et là encore sur la méthode pour importer cet argument conséquentialiste. Très vite. La justification du recours à l'argument conséquentialiste. L'argument conséquentialiste, vous le savez, c'est le fait pour un juge suprême notamment, mais pas seulement, de peser toutes les alternatives possibles qui vont se présenter à lui dans la rédaction de la décision de justice, en évaluant les effets de la décision de justice, non seulement sur le plan juridique, mais aussi et surtout sur le plan social, économique, politique, voire aujourd'hui environnemental. Et il y a une espèce de balance des intérêts qui est mise en œuvre par le juge de la Cour suprême pour choisir le raisonnement juridique qu'il va mettre en œuvre. Donc on a ici une justification qui va découler finalement un peu du rôle social du juge. Le juge est de plus en plus, on l'a dit ce matin, créateur du droit. Le juge va de plus en plus s'affranchir de la logique du syllogisme judiciaire. Et cet affranchissement de la logique du syllogisme judiciaire va lui permettre de penser la solution juridique la plus équitable, la plus opportune, la plus socialement utile et surtout la plus équilibrée sur le plan des conséquences. Ce qui pose, Madame la Présidente, et je conclus par là, une interrogation sur la singularité du raisonnement dès lors que le juge va justifier sa décision par les conséquences. La méthode conséquentialiste, qui encore une fois va avoir pour effet de s'interroger sur les avantages comparatifs sur le plan économique, social, moral ou éthique, va avoir évidemment des conséquences sur le mode de raisonnement du juge, va inférer sur la singularité du raisonnement, notamment du raisonnement du juge dans la tradition continentale, dont vous savez qu'il est ancré, enfermé dans le syllogisme judiciaire. Sauf que le raisonnement par les conséquences va avoir pour conséquence d'inverser le raisonnement syllogistique. Inversion d'abord car c'est l'évaluation des conséquences possibles d'une décision à la lumière du standard de l'acceptable ou du raisonnable qui va rétroagir sur le raisonnement du juge. Le syllogisme formel et sa rigueur semblent alors bien loin. Et inversion du raisonnement aussi parce que dans la tradition continentale, qui a toujours enserré la motivation dans des règles strictes, eh bien le juge va s'autoriser à recourir à des considérations qu'on appellera des considérations extra-juridiques, des considérations que la doctrine américaine appelle les considérations secondaires ou les policy, et ce sont ces considérations-là qui viennent aujourd'hui déterminer, bien souvent, implicitement dans la tradition continentale, le raisonnement du juge. Alors pour conclure, eh bien je crois que tous ces arguments dans la justification au regard de la tradition juridique à laquelle appartient le juge participent de cette construction que j'ai appelée la stratégie de légitimation sociale. Cette recherche de légitimation sociale de la part du juge, c'est-à-dire cette recherche de légitimation par l'acceptable et par l'acceptation de la décision, conduit finalement à permettre que le droit soit dit, mais qu'il soit peut-être dit autrement, et que le droit soit compris, mais qu'il soit peut-être compris désormais différemment. Merci Madame la Présidente.